Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, nouvelle série, vous la connaissez sans doute désormais, Indépendance Tech. Oui, on a le choix, il y a des solutions, des propositions françaises pour venir vous outiller et vous allez les découvrir juste après. Allez, c'est parti pour un nouveau tour de table des solutions françaises qui permettent de faire cette bascule vers plus d'indépendance, au moins un petit peu plus d'indépendance technologique dans vos outils. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Jean-Baptiste Kempf. Bonjour Jean-Baptiste, président de Vidéolan, fondateur et le CEO de Kyber. Sylvain Perronnet est également avec nous. Bonjour Sylvain, CEO de Babar et Chief Architect de Hibou. Alexandre Zapolski aussi, merci d'être là, fondateur et président de l'Inagora. Et Boris Lecoeur, DG de Symphonium, qui est en fait un ensemble dans lequel on trouve Quant et Shadow. Alors, on voit rien qu'autour de ces présentations très succinctes qu'on a du choix pour des moteurs de recherche, qu'on a du choix pour des lecteurs multimédia, qu'on a du choix dans des softs logiciels. Et on commence avec les moteurs de recherche. Boris, vous êtes ma première preuve qu'aujourd'hui, on peut faire des choix différents d'outils, et notamment en matière de recherche. Je voulais qu'on fasse un petit point sur Quant, où on en est aujourd'hui. Ce moteur de recherche dont l'ambition était de nous fournir un moteur de recherche souverain à l'échelle européenne. Exactement. Mais Quant, depuis le rachat par Symphonium en 2023, on est rentré dans une ère qui est plus industrielle, plus technologique et aussi plus réaliste. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'afficher comme le Google européen, mais on veut construire progressivement une alternative européenne qui est crédible et durable face à un marché qui est dominé par C'est quoi la différence, là, juste la subtilité? On ne veut pas être le Google européen, mais on veut pouvoir montrer qu'on sait faire pareil. C'est une bonne question. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de taille, de volume et d'échelle, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le même nombre d'utilisateurs, et on construit progressivement cette alternative européenne souveraine avec le moteur de recherche Quant que beaucoup de gens connaissent, avec Lilo également qu'on a racheté, qui est un moteur de recherche qui reverse le résultat des annonces publicitaires à des organismes à but non lucratif que les utilisateurs peuvent choisir. Et également, on a construit un index européen avec un partenaire allemand, Ecosia, pour créer un index européen qui va être utilisé par les agents IA, par les développeurs. Ecosia, c'est un moteur de recherche, lui, qui reverse les revenus publicitaires pour planter des arbres. Ouais. Ils ont planté 250 millions d'arbres jusqu'à présent. C'est un moteur qui est présent dans le monde. C'est un moteur allemand à la base, donc très présent en Allemagne, mais présent dans le monde, qui aurait pu être perçu comme un concurrent, puisque comme nous, il fait partie des moteurs alternatifs, mais avec lequel on s'est allié pour mettre en commun notre technologie, nos compétences et notre expérience pour bâtir une alternative européenne, là encore face à des agents qui sont uniquement américains, puisqu'on parle de Microsoft et de Google dans ce domaine-là. Peut-être que ça joue sur la cible. Vous visez qui comme utilisateur? On vise tous ceux qui sont soucieux de la souveraineté, on vise tous ceux qui ne souhaitent pas être dépendants du Cloud Act, c'est-à-dire que le gouvernement américain et les agences puissent avoir accès aux données de recherche. Certaines données sont stratégiques. Et donc, on vise beaucoup des institutions publiques. Récemment, le Parlement européen a choisi Quant comme moteur par défaut. Félicitations. Merci. Ça nous oblige aussi à fournir un service de qualité. Et c'est ce que l'on veut faire avec un moteur qui est aussi utile et sert à l'ensemble des institutions. Donc, le secteur public fait partie de ce que l'on cible, mais également tout l'écosystème autour de la tech, de ceux qui veulent conserver une souveraineté forte, fait partie de notre cible. Et dans Symphonium, donc je disais, on retrouve Shadow. Shadow qui était positionné au départ comme la puissance de calcul mise à disposition des gamers. Ouais. Est-ce que vous travaillez avec eux sur le projet Quant? On a beaucoup de synergies. Puisque Shadow continue bien sûr à proposer du cloud gaming. On a des dizaines de milliers d'utilisateurs partout dans le monde qui utilisent nos services pour jouer sur des environnements qui ne pourraient pas se payer eux-mêmes, parce que c'est des environnements de PC qui peuvent coûter très cher, et nous on les loue au mois pour ces utilisateurs-là. Donc ça continue, mais c'est un business qui fonctionne très bien de 18h à 23h, au moment où les personnes jouent, et qui fonctionne peu le reste de la journée. Sinon, on travaille en fait. Et oui. C'est étonnant parfois de voir les heures et les moments où les gens commandent. Très souvent, c'est aussi le mardi soir, donc ça veut dire aussi que le mercredi, il y a une audience qui est peut-être un peu plus jeune, mais qui se prépare à jouer le mercredi sur nos environnements. Mais du coup, le reste du temps, cette infra, elle n'est pas utilisée. D'accord. Or, les GPU qui sont utilisés pour les jeux vidéo
utilisent des fonctions matricielles. C'est exactement les mêmes fonctions qui sont utilisées pour entraîner les IA ou utiliser les IA. Et donc, le reste de la journée, on monétise cette infrastructure pour des sociétés qui souhaitent faire tourner des modèles, de l'inférence de l'IA, donc utiliser de l'IA sur notre infrastructure. On a évidemment 2 représentants de moteurs de recherche français, donc j'imagine que de ce côté-là, vous allez avoir un biais pour répondre à ma question, mais vous pensez qu'on n'a pas du tout perdu de bataille sur la recherche en France et en Europe? Non. Ok. Jean-Baptiste, pourquoi non? Parce qu'en fait, les moteurs de recherche... Il n'y a aucune bataille perdue, c'est ça? Alors déjà, il n'y a aucune bataille perdue. Ça, c'est évident. S'il y a une bataille qui est perdue, elle est plutôt au niveau du hardware. Mais en tout cas, on pourrait parler d'usine de RAM ou d'usine de CPU. Ouais. Mais notamment, donc déjà, aucune bataille perdue, mais surtout, en fait, il y a un truc qui s'appelle ChatGPT et Claude qui fait que, en fait, il y a quand même beaucoup de choses où on n'est pas sûr du futur des moteurs de recherche et de cet accès. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont être rebattues, qui vont rebattre les cartes, et c'est pas aussi évident que ça que tu continues à les taper. Et d'ailleurs, quand tu regardes Google, Google, c'est quasiment plus un moteur de recherche, puisque à l'origine, avant, Google était une page qui n'était pas une page de destination, puisque à peu près entre 70 et 80 des recherches amenaient un clic. Aujourd'hui, on est descendu très vite à 60%. Et tu sais, tu avais les encarts Wikipédia, et puis tu as la météo, et puis après, ils sont allés pomper Allociné pour avoir les horaires et donc, tu as de l'information qui est remontée dans Google. Et donc, maintenant, c'est quasiment pour 40%, entre 40 et 45%, c'est devenu une page de destination en soi. Donc, tu vois, tu sens bien que même eux, donc là, ils ont testé aussi avec de l'IA, etc. Donc, il y a un changement qui va arriver. C'est sûr que la bataille du moteur grand public, elle est perdue pour le passé, mais développer des technos justement pour la bataille qui arrive, pour repenser le moteur de recherche, ça a beaucoup de sens. Et ensuite, il y a les sujets géopolitiques qui vont commencer à poser de gros problèmes quand même. Et à peser dans la balance, dans les choix qu'on fait. Justement, parce que je voulais vous faire réagir là-dessus, moteur de recherche. Ok, on utilise encore des moteurs de recherche et sans doute pour quelques années, mais il y a quand même aujourd'hui cette rivalité avec les chatbots d'intelligence artificielle générative. Oui. Donc comment vous positionnez par rapport... Oui, mais avant on disait je vais chez Google, sur Google, et maintenant une autre interface pour aujourd'hui. Question pour Quant, pardon. Comment est-ce qu'on repense justement la fonction du moteur de recherche à l'ère de l'IA générative et des chatbots qui répondent à nos questions, en fait? On le repense de 2 manières. Déjà, nous, dans notre interface, on a rajouté des fonctionnalités d'IA, c'est-à-dire quand on fait une recherche, on a une réponse flash, qui est la réponse la plus rapide, qui résume l'ensemble des résultats et qui propose un résumé. Donc ça fait partie. Après, on peut rentrer dans un chat IA pour pouvoir discuter. Ouais. Donc notre interface évolue, c'est plus juste une recherche et une réponse. Ça, c'est ce que font effectivement tous Exactement. les Mais l'autre enjeu qui a été mentionné, c'est que les IA sont relativement stupides du monde réel, en fait. Et où est-ce qu'elles vont chercher ce monde réel? Sur des index européens. Et donc, elles vont chercher de la donnée fraîche, actualisée, sourcée et fiable dans des index européens. Ces technologies, elles sont très complexes à construire. Tout le monde s'y casse les dents. Il n'y a que quelques acteurs qui sont américains qui l'ont fait. Et nous, c'est ce qu'on est en train de bâtir, avec aujourd'hui une avancée très significative sur le français, sur l'allemand, et on en accélère également sur l'anglais. Et ça donne un nouveau modèle économique? C'est complètement nouveau modèle économique. À chaque fois que l'IA doit aller rechercher sur le web, vous le voyez dans ChatGPT ou dans Searching the Web à un moment, c'est à ce moment-là qu'elle fait de l'ancrage web et qu'elle va chercher de l'information sur Internet en temps réel. Et cet enjeu-là, on parle de milliards de requêtes quotidiennes qui arrivent sur nos plateformes. Donc là et qu'on va monétiser. Pour le coup, on est très bien positionné. On est bien positionné. Plus de 50% du trafic sur Internet, c'est pas des humains, c'est des robots. Donc il faut être conscient de ça. On a l'impression qu'on est tous derrière des écrans et qu'on regarde des sites, mais la réalité, c'est que c'est des robots, c'est de l'automatisation derrière. Sylvain. Oui. Perronnet, puisque vous êtes aussi sur ce créneau du moteur de recherche. Votre réponse à cette question par rapport à l'IA, puis après on parlera de Hibou. Alors, il y a 2 choses. D'abord, l'IA, ça donne un momentum technologique qui n'existait pas avant. Le vrai secret de Google, c'est la captation de la data utilisateur pour fournir des meilleurs résultats. Ouais. Aujourd'hui, les LLM permettent de simuler cette data utilisateur sans aucun problème. Et donc, les modèles frontières, en fait, ont totalement oblitéré ce qui faisait la différence de Google et sa vraie avance technologique. Donc maintenant, ça, c'est un premier problème qui est réglé. Donc, il est possible de faire des moteurs
moteurs à très grande échelle. Et bien sûr, le vrai secret maintenant, le marché qui existe, c'est celui d'être le moteur pour les IA, en plus d'être le moteur B2C. Et la vraie réussite d'un moteur, elle va plutôt correspondre à sa profondeur d'index, c'est-à-dire à la capacité à indexer absolument tout le web. Donc plus l'index sera gros, comme les IA sont capables de vraiment comprendre une très grande largeur de connaissances, plus l'index sera gros, plus ce sera une réussite pour le moteur de recherche qu'il aura. Aujourd'hui, nous, chez Hibou, on a un index qui a entre 2000 et 3000 milliards de pages, par exemple. Alors, présentez-nous, Hibou, racontez-nous, parce que c'est un peu le début de l'histoire. C'était l'ancien directeur scientifique de Quant, Sylvain. Donc tout ce que Quant sait faire aujourd'hui, c'est notamment grâce à ce type-là. Pas de vol de technologie. Ah mais non, mais lui, il ne peut pas le dire. Responsable de ses propos. Voilà. Moi, je peux le dire. Parlez-moi de Hibou, donc une aventure qui démarre. Oui, alors qui démarre, oui et non. En fait, nous, on est une société Babar qui crawl le web pour vendre la data pour le web marketing principalement depuis plus de 6 ans. Donc on crawl le web depuis plus de 6 ans. Et il y a quelques mois, on a décidé de repivoter pour fabriquer un moteur de recherche B2C. Donc j'insiste, nous, on veut être le moteur grand public européen, en plus d'être sur une API la pour les bataille n'est pas IA. perdue. Et moi, je pense que la bataille n'est absolument pas perdue. Il y a un problème de notoriété, mais après, tout le reste, en fait, c'est des verrous technologiques qui, si on fait les choses différemment, ce qu'on peut faire maintenant, en fait, je pense qu'elle peut être gagnée. Sur les infras, si on a des infras propriétaires et qu'on fait différemment de ce que font les très grands acteurs, en fait, on peut avoir des coûts opérationnels qui C'est-à-dire en fait, les algos sont différents. Les algos de crawl ne sont plus les mêmes. Les stacks de crawl qui sont utilisés par tous les moteurs actuellement, elles sont très particulières. Elles ont été fabriquées il y a quelques années. Il y a d'autres manières de faire. Les algos sont différents. On peut faire des algos. Alors, ça ne va pas parler peut-être au public, mais D-Online qui font le calcul en même temps que le crawl, en fait, ça évite toutes les infras de calcul qui étaient très lourdes pour faire les fameux calculs matriciels, en fait. Et donc, des algos dits d'approximation permettent de faire les choses. Et donc, c'est un gap algorithmique qu'il faut avoir. Et c'est là-dessus, en fait, qu'en France, on a un peu une avance. On a quand même des belles équipes de recherche. On a des vraies personnes qui savent réfléchir à tous ces algos. Et donc, il faut chercher de la nouveauté, il faut vraiment innover. Ouais. Et c'est possible. Alors, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce que vous innovez en termes de fonctionnalité ? Non, par contre, sur les fonctionnalités, je pense que les moteurs sont assez balisés. Alors, bien sûr, il y a qu'est-ce qui va créer l'adhésion en termes de fonctionnalité dans 1 an, dans 2 ans. Ouais. Et c'est un mystère pour tout le monde. Donc, la partie conversationnelle, mais on ne sait pas à quel point les gens vont la vouloir. On voit qu'un Perplexity, par exemple, a un petit peu raté son coup. Ils n'arrivent pas, c'est un très bon moteur, mais ils n'arrivent pas à créer de traction en termes de fonctionnalité. Là où Google, qui sort son AI Mode, commence à avoir une vraie traction. Donc, on est tous, je pense, dans un entre-deux où on ne sait pas encore ce qu'il faut faire. Et vous le présentez comme un moteur de recherche conversationnel, quand même. On est conversationnel, donc voilà, mais le conversationnel avec, on pose une question, on a une belle réponse, et on peut demander à compléter la réponse. Moi, j'ai envie de dire que c'est une conversation avec un documentaliste, Hibou, et pas une conversation avec un copain qui a 3 livres sous la main. Et donc, ça reste un moteur de recherche, mais simplement qui va favoriser l'accès à certaines sources en expliquant pourquoi il est important de les lire. Et c'est naturellement donc un moteur qui va montrer beaucoup plus de diversité d'informations. On a fait plein de tests où on voit que là où un Google va concentrer la plupart de ses résultats sur 10 à 15% des sites dans le monde, nous, on n'a pas de concentration de ce type-là, et donc tous les sites sont représentés. C'est vraiment une différence. Par rapport à un chatbot comme ChatGPT, par exemple Un ChatGPT, il hallucine 30 à 40% du temps. Donc déjà, 30 à 40% du temps, la réponse est fausse. L'enjeu, c'est d'être sous ce que font les Wikipédia, etc., où c'est des humains qui écrivent. 3 à 4% des trucs contiennent une info fausse. Donc voilà, si on arrive à passer sous la barrière des 5%, en fait, on est bon. Et ça, on peut le faire parce qu'on peut faire ce qu'on appelle du grounding, c'est-à-dire utiliser des sources web suffisamment nombreuses pour diminuer la potentialité d'hallucination pour chacun des bots, en fait. Je vois une réaction d'Alexandre sur les hallucinations. Non, mais je trouve que Sylvain est passionnant et je trouve qu'il connaît bien son affaire. Il oublie une chose, c'est que pour réussir, c'est sûr qu'il connaît bien la technologie. C'est mon métier. Voilà, mais par contre, il faut que tu dises une chose, c'est comment ça s'écrit Hibou, parce que tout le monde va vouloir... IBOU. Voilà, IBOU. Voilà. Mais c'est écrit. Parce que ça, c'est de la com et du marketing. Quand il parle, à chaque fois, c'est écrit. Ah, il n'y a pas de problème. Mais on ne le voit pas là en plateau. Voilà. Désolé. Oui, voilà. Et on ne vient pas avec de la pub en plateau, c'est interdit par l'ARCOM, il faut quand même... Je ne peux pas parler de l'Inagora et dire que c'est la meilleure solution. On peut en parler, mais on ne vient pas... Je ne peux pas l'avoir écrit sur toi. Tu ne viens pas avec des objets publicitaires. Non. Okay. Non. Voilà. Donc, ce mot de souveraineté, oui, je voulais vous poser la question d'ailleurs à tous, mais je commence par vous, Sylvain. Ce mot de souveraineté, il vous plaît ou vous vous dites que c'est justement très opportuniste pour toute la tech française? Moi, j'utilisais autonomie stratégique avant, donc c'est un mot différent, et je pense que le vrai mot, c'est l'indépendance, finalement, vis-à-vis des tiers extérieurs. Aujourd'hui, on évolue dans une zone géographique qui est l'Europe, avec une certaine régulation et des lois communes. S'il se passe quelque chose en Europe, on est tenu d'obéir à la loi, mais s'il se passe quelque chose ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs, en fait, on voit qu'on perd notre indépendance. En fait, on n'a pas d'indépendance et on peut perdre nos services. Et pour moi, la souveraineté, c'est simplement ne pas perdre les services en cas de coup de calgon à droite à gauche. Ouais, mais est-ce que c'est un argument que vous mettez en avant ?
On est naturellement souverain, donc bien sûr, comme tout le monde aujourd'hui s'y attend, on en parle, mais je pense que de toute façon, c'est une nécessité pour avoir des technologies qui peuvent perdurer sur le temps, et notamment... Y compris sur la recherche, vous pensez que c'est vraiment stratégique? Moi, je pense qu'encore plus, puisque celui qui donne l'information qui est utilisée par tout le monde, c'est lui qui, comme on dit, mauvaise data à l'entrée, mauvaise décision à la sortie. Donc celui qui peut biaiser la data à l'entrée, c'est lui qui décide en fait ce que les gens pensent, d'une certaine manière, pour simplifier. Oui. Et donc l'indépendance, ça garantit que on ne décide, ceux qui décident ce qu'on pense, c'est autour de chez nous en tout cas, mais c'est pas à l'extérieur. Alors, on passe à Kyber. Jean-Baptiste Kempf, donc créateur, président de l'association Vidéolan, qui est connu pour son lecteur multimédia VLC, mais très focus désormais sur le projet Kyber. Oui, et puis puisqu'on parle de souveraineté, là je viens de finir 3 ans étant CTO de Scaleway, qui est donc un cloud provider souverain, où on a réutilisé un peu la façon de faire dans l'open source et en utilisant pas mal d'IA pour être capable d'avoir un scope de produits qui ressemble, ou en tout cas qui s'approche à des hyperscalers américains ou chinois. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, là, je commence à bosser sur Kyber. Est-ce que Kyber, c'est dans la lignée de VLC? Est-ce que c'est une forme de continuité? Kyber, c'est vraiment une stack logicielle pour contrôler n'importe quel type de machine à distance. Donc, c'est soit pour faire des robots, robots chirurgicaux, robots humanoïdes. Là, il y en a plein en ce moment, on en discute beaucoup. Un peu d'industriel, mais aussi c'est des drones, des robots taxis qu'il va falloir contrôler, toutes les choses qui sont des machines qui vont être dans la vie de tous les jours, tu voudras au moins voir ce qu'elles font en temps réel. Et puis, comme elles sont dans la vraie vie, il faut que tu réagisses vite, quoi. Et la différence entre 100 millisecondes et une seconde quand tu es à 50 km/h, ça fait un vrai delta. Donc, c'est vraiment toute cette techno-là, c'est open source. Mais je disais dans la continuité parce que c'est un peu un outil. Pour moi, VLC, c'est un outil universel, en fait, un lecteur média universel. Est-ce que là, l'idée, c'est aussi de créer un outil universel? Alors, non, parce que l'usage, il est moins fort, mais effectivement, c'est... Qui marcherait avec n'importe quelle machine, n'importe quel robot. Machine, ça marche. Mais surtout, il y a un sujet, c'est l'équivalent d'un TeamViewer ou d'un Citrix, qui est un vrai sujet de souveraineté, parce que on se rend pas compte, mais les technologies qu'on appelle de bureaux à distance, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires mondial, c'est tout petit, tu vois. Donc, tu vois, tu as déjà juste un marché, et ça, c'est une des sous-parties des marchés pour Kyber. Nous, on est vraiment sur ce que tu appelles du streaming de capteurs et de contrôle à distance. Donc, il faut faire du réseau, il faut faire du kernel, il faut être vraiment dans les couches basses. Mais aussi, il y a une application qui ressemble à TeamViewer qui va avec quand tu veux te connecter à des ordis à distance. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est tous les cas où l'humain, la machine et d'ailleurs peut-être la puissance sont pas au même endroit. Voilà. Et VLC, j'ai l'impression... utilise VLC. Bon, j'ai l'impression que VLC, on a mis quand même beaucoup de temps à s'apercevoir que c'était français. Parce qu'on n'a jamais... Parce que tu vas sur le site web de Vidéolan... Non, mais c'est vrai, moi, ça fait un paquet d'années que je suis sur ce sujet, et combien de fois on a dû mettre le plomb dans c'était français, la photo de Jean-Baptiste Kempf et tout ça. C'est pire que les gens... Kyber, est-ce que y a quand même la volonté d'affirmer ça comme une tech française? Non. Pas plus? Pas plus. De la même façon que... quand tu vas sur les sites web de Vidéolan, c'est à peine dit que c'est open source. Ouais. En fait, les gens... Le but, c'est que les gens utilisent un truc parce que c'est mieux. Et ensuite, tu leur donnes, ou si c'est équivalent, tu leur donnes le petit truc en plus qui est souverain, open source, français. Mais j'ai pas de raison de le faire. C'est-à-dire que moi, VLC, c'est le meilleur logiciel de vidéo au monde. J'ai pas besoin de le dire que c'est français. C'est juste, on est les meilleurs. Point, quoi. Et Kyber, on est state of the art, on fait de la latence plus faible que pas mal de GAFAM, etc. J'ai pas besoin d'aller dire que je suis français. Qui sont les clients potentiel alors les clients, ça va être des gens qui fabriquent des voitures, il y en a quelques-uns, et puis des voitures, il y en a un certain nombre. Le monde de la défense, parce qu'il y a un truc qui s'appelle des drones et des swarms de drones, enfin des essaims de drones. Toutes les banques, les assurances, les grosses entreprises, les CAC 40 qui font énormément de Citrix, et ils ont un petit problème qui est le même problème que Citrix, que Cloud Act, Patriot Act et oui, quand Citrix marche pas, c'est la panique. Il faut s'intéresser à ce que ça soit souverain, open source, etc. Et d'ailleurs, par exemple, là, l'ancien Health Data Hub, qui s'appelle maintenant la plateforme de données de santé, qui donc était chez Azure, va passer chez Scaleway. Et justement, un des gros sujets dans cette plateforme, c'est que les chercheurs puissent accéder aux données
qui reste à distance dans un stylo de données, mais ne puisse pas extraire de la donnée. Et donc, une des façons, justement, c'est de faire un système de bureaux à distance, et notamment de bureaux à distance qu'on a chez Kyber, qui est un bureau sécurisé en utilisant les technologies de vidéo, donc tu ne peux pas faire de recording, de screenshot, etc. Ok, et comment ils s'en emparent? Ils achètent des services premium? Non, c'est de la licence. Ok, ils payent juste la licence, il n'y a pas de service pour l'instant proposé? Évidemment, tu as évidemment une partie opérationnelle, intégration, support, etc. D'accord. Mais en fait, c'est une double licence open source et commerciale qui est, à mon avis, un modèle très fort et qui est nécessaire pour rattraper un peu toute la partie souveraineté logicielle en Europe. C'est qu'en fait, il va falloir... On a un gap quand même très très fort, et utiliser ce qu'on a été capable de faire dans les technologies open source et les habitudes open source permet d'aller avancer beaucoup plus vite. Même quand on est 27 et qu'on n'est pas tous d'accord, en fait tu fais un socle commun, etc. Ouais. Donc là, nous on fait un truc, c'est open source. Donc on diffuse largement. Largement. Si jamais tu veux l'utiliser, tout ce que tu fais est open source. Si jamais tu es une entreprise, tu dis ouais, mais non, moi j'ai pas envie que ce soit open source, très bien. À côté, tu as une licence commerciale qui te permet de t'affranchir des obligations open source. Donc tu permets aux gens qui ont de l'argent de contribuer d'utiliser et d'avoir une solution souveraine qui déploie comme il veut, on-prem, on-cloud, etc. Et de l'autre côté, avoir des gens en open source qui vont développer tout ça. Et je pense que ce modèle de double licence dans l'open source, qui était un modèle qu'on voyait un peu, pas beaucoup, parce qu'on avait surtout un modèle open core et extension, et pour plein de raisons, c'est un modèle qui est compliqué aujourd'hui quant à l'IA. Je pense que ce modèle de double licence, il est bénéfique pour tous. Vous voulez pas, soit vous contribuez à l'open source, vous utilisez la version open source, soit vous voulez pas payer, vous payez pour vous affranchir de ce besoin. Alexandre Zapolski, président, fondateur de l'Inagora, une réaction là-dessus peut-être déjà, avant de parler de l'Inagora? Mais je rêverais qu'il ouvre le capital de Kyber, parce que je pense que ça va cartonner, mais quand on connaît le parcours de Jean-Baptiste, tout ça serait pas très étonnant. Non, ce que j'aime bien, c'est que Jean-Baptiste, il dit avec ses mots à lui ce qui est, nous, notre quotidien depuis un quart de siècle. Et il est en train de valider la thèse que le modèle open source, aujourd'hui, c'est le bon modèle quand on veut affronter les géants américains. Il n'y a pas d'autre modèle, honnêtement. Si on joue les mêmes règles du jeu que les Américains, qu'on fait du soft propriétaire, qu'on essaie de faire des levées de fonds, etc., on sera toujours... C'est pas un cran derrière, c'est pas 10 crans derrière, c'est 100 crans derrière. Et je dis pas... Bon, moi, je souhaite que du succès à tous les entrepreneurs français. Mais ma conviction profonde, et parce que c'est ce que je mets en œuvre quotidiennement depuis un quart de siècle, c'est que... en jouant le même jeu que les Américains, on n'y arrivera pas. Et donc, bon courage à nos collègues de Mistral, mais en jouant comme, en fait, OpenAI, comme avec Anthropic, les mêmes règles, finalement. Avec les mêmes règles. Ouais. Ils n'y arriveront pas. Ça, c'est ma conviction, en fait, profonde. Je leur souhaite d'y arriver. Parce que vous attaquez les logiciels d'entreprise, notamment les suites logicielles collaboratives. Vous attaquez quand même au mastodonte en matière de logiciels. Oui, en face de vous... Microsoft, Google. Voilà. Microsoft 365, Google Workplace, avec Twek AI. C'est du solide. Donc, comment est-ce qu'on s'attaque à ce sujet-là par l'open source, de manière à réussir à convaincre, parce que vous parlez d'un quart de siècle, donc bien avant les questions de souveraineté, d'indépendance, de présidence de Donald Trump et tout ça. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre? C'est quoi l'argument clé chez l'Inagora, finalement? La constance. Ouais. Quand vous dites depuis 26 ans qu'une troisième voie est possible, et quand tout le monde se rend compte que cette troisième voie, elle est non seulement possible, mais elle est nécessaire, naturellement, les gens pensent à vous. Il n'y a personne aujourd'hui en France, je pense, qui pense open source, souveraineté, et qui ne pense pas à l'Inagora. Oui, et il y a eu une décision quand même au niveau du numérique de l'État de travailler avec l'open source. Oui, indéniablement. Vous avez vu cette stratégie évoluer là, sur l'open source en termes de choix politiques? Mais oui, car... Oui. Bon, c'est évident. Et ça fait... Tu avais quand même toute la partie qui a commencé autour de Etalab, Henri Verdier, etc. Ouverture des données. Il y a une ouverture des données. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a énormément de choses qui ont été faites à la DINUM, de centraliser le numérique pour tout l'État, de développer des logiciels. Et ça continue aujourd'hui. Moi, je suis membre de la European Open Source Academy au niveau européen. La bataille de l'IA, c'est la bataille de l'open source et de la souveraineté. C'est lié. Et le paquet de souveraineté technologique, il fait le lien. Ce qui est sûr, c'est que pour rattraper
au niveau logiciel, on ne peut pas le faire sans l'open source. Oui, c'est ce que dit Alexandre aussi, mais est-ce que cet argument aujourd'hui fait que les portes elles s'ouvrent encore plus facilement en disant on est open source ? Incroyable. Ah oui. Non mais Delphine, il y a Tant mieux. un avant Trump, un après Trump, il y a vraiment... Non mais on vit... Ouais. Non, On fait pas de marketing depuis que Trump est là. Non mais moi je suis au volant en fait du... Alors Steve dit qu'il faut faire du marketing, les Français. On doit être meilleurs en marketing. Oui, il faut. Mais si tu veux, il y a vraiment une accélération, en fait, on le sent, c'est très très fort. Mais en France, mais pas qu'en France. Moi, je viens de gagner, en fait, un marché dans un pays d'Asie assez éloigné, en fait, de la France. Les gens ont fait le choix. On peut pas donner le nom de ce pays. On est en train de recevoir la notification. On sait que c'est gagné, on n'a pas encore la notification, c'est un marché public, je fais attention avec ces choses-là, mais c'est un gouvernement, je vais raconter l'histoire, un gouvernement qui utilise en fait une messagerie, soi-disant open source, américaine, je vais le dire, c'est du Zimbra, c'est dépassé, etc. Ils veulent absolument en changer. Pourquoi ils veulent en changer ? Ils veulent pas ni de solution américaine, ni de solution chinoise, ni de solution russe. C'est un pays qui est proche, en fait, des pays ex-bloc soviétique. Et donc, le fait qu'on soit européen et français, ça les intéresse tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font leurs recherches sur Internet. Ils regardent quelle est la meilleure solution de messagerie. Aujourd'hui, il y a un serveur de messagerie qui s'appelle James, qui est le serveur de messagerie de la Fondation Apache. Il se trouve que nous, on est le lead dev de James depuis maintenant 10 ans. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils POC, ils vérifient que ça correspond à leurs besoins, ils regardent qui est la société qui peut les accompagner, ils prennent contact avec nous, ils nous disent on est ce pays-là, j'allais dire en fait le nom du pays, est-ce que ça vous intéresserait de bosser avec nous ? Parce que c'est quand même très loin, ça ne parle pas français, ça ne parle pas vraiment anglais là-bas. On leur dit, écoutez, pas de problème, mais alors trouvez-nous un Linagora local pour pas que... Voilà, parce qu'on va pas se retrouver, nous, en frontal avec vous. Et puis, si vous voulez construire votre souveraineté numérique, faites-le avec un acteur local. Ils nous le trouvent, on s'entend, bien sûr, comme cul et chemise avec eux, parce qu'on partage le même ADN open source. On répond à l'appel d'offres, on le gagne. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à multiplier, c'est-à-dire que l'offre française, elle fait du sens à l'international, à l'export. Il y a beaucoup de pays, moi je m'occupe de la partie export du CSF, du comité stratégique de filière logiciels et services numériques de confiance. On est sans arrêt sollicité par tout un tas de pays, grosso modo quasiment tous les pays, sauf Amérique et Chine, qui veulent en fait co-construire leur souveraineté numérique. Et ça c'est aussi supporté. Tu parlais en fait de ce qui a été fait par la Commission européenne, qui est game changer aussi, la Commission européenne qui enfin utilise les mots souveraineté numérique. On se cache plus derrière son petit doigt. On dit pas on n'a plus la souveraineté numérique honteuse. Ça y est, c'est un truc admis. Alors on l'appelle comme on veut, autonomie stratégique, indépendance technologique. Ben allons-y, souveraineté numérique, c'est le mot qu'on utilise tous. Donc utilisons-le. Et derrière, c'est de l'argent. Moi j'ai choisi indépendance tech, mais bon. C'est de la gouvernance. Alors, c'est tout ça. Attends, mais ce qu'on ne voit pas arriver en France, c'est ce qui se passe ailleurs dans le monde, et notamment aux Nations Unies. Il y a 15 jours, j'étais à New York. Encore une fois, on était très peu. Il y avait 4 Français sur 1500. Donc, c'est sûr qu'il y en a peu qui reportent ce qui est en train de se passer là-bas. Les Nations Unies, ils ont mis en place un Digital Compact dans lequel le cœur de la stratégie, c'est Digital Common Open Source. Et ça, c'est en train d'irriguer toutes les agences des Nations Unies qui sont partout, en fait, dans le monde. Tous les pays qui sont en demande de financement, etc., ils doivent inclure dans leur cahier des charges ce type d'approche. Et donc, tu vas voir, en fait, que le monde entier va dire open source, commun numérique. Et là, en France, il se passe un truc qui est la Caisse des dépôts et consignations, formidable président Olivier Sichel, ils mettent en place un truc qui s'appelle Eurocommons. Et donc, l'idée, c'est de bâtir la souveraineté numérique européenne sur la base de communs numériques, avec les Français, avec les Allemands, avec tout le monde. Et donc c'est génial. Alexandre Zapolsky, on arrive à la fin de l'émission. Fondateur, président de l'Inagora, Jean-Baptiste Kemp pour VLC Kyber, Sylvain Perronnet pour Hibou, Boris Lecoeur pour Quant, Shadow, enfin voilà, Symfonium. Merci à tous de nous avoir suivis. Et oui, ça passe très vite, Smart Tech. On se retrouve très vite, rassurez-vous, sur la chaîne Bismart.